12, 11, 10, 9, ignition sequence start. Salut! Aujourd'hui, on va parler du domaine spatial et de trains, car oui, ils ont une histoire en commun. Bon, déjà, il faut savoir que le mot fusée ne désignait pas à la base ces trucs qu'on envoie dans l'espace. Non, ça désignait une quantité de fils enroulés. Oui, du fil à coudre. Alors c'est quoi le rapport avec la Saturne V ou Elon Musk et le fil à coudre? Eh bien cette quantité de fils était enroulée autour d'un objet qu'on appelait fuseau et qui avait une forme conique et effilée. Bon, c'était au XIIIe siècle. À la même époque, les Chinois inventaient les flèches de feu volantes, genre de fusées primitives qu'ils balançaient sur leurs ennemis. Ça ne s'appelait pas encore fusée, mais les principes étaient là. Bim bam boum. Tu vas la fermer ta grande gueule! Le temps passe et l'objet spatial prend ce nom, car après tout, la forme y ressemble drôlement. Et le rapport au train alors? Eh bien, entre les Chinois du XIIIe siècle et Ariane 6, il y a eu la fusée de Stephenson, The Rocket en anglais. Alors, pas la première locomotive du monde, mais la première locomotive digne de ce nom, à rouler à des vitesses folles. Pensez donc, 56 km/h. Bon, évidemment, ça paraît ridicule aujourd'hui, mais en 1829, c'était dingue. On parle d'une époque où on n'était pas encore certain que le corps humain n'allait pas imploser par la vitesse. Pourtant, je ne vais pas parler ici de cette loque, pas plus que des Chinois de leur truc à poudre noire. Non, on va faire un truc plus contemporain. Que dites-vous si j'affirme que sans le ferroviaire, il n'y aurait pas eu de télescope James Webb? Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Bon, là, il y a toute une partie qui ne voit même pas de quoi je parle. Oui, c'est là où je vais parler spatial. Mais bon, c'est pas mon domaine, donc ça va être du à peu près spatial. Attends, comment tu vas faire pour faire de l'à peu près spatial? Parce que faire de l'à peu près, c'est une science, un art. On fait de l'à peu près depuis 3 générations dans ma famille. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, et je suis loin d'en avoir fait le tour. Oui, je sais, Yann. Bah, je sais pas, je vais improviser. J'en ai besoin, donc si tu pouvais me le prêter 5 minutes... Ouais, bon, 5 minutes alors, hein, pas plus, hein, parce que après moi j'en ai besoin aussi, hein. Sans ça je peux pas bosser. Hein. Bah, si tu veux, en attendant, je te prête mon à peu près ferroviaire. Pas mal aussi. Attends, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, moi? Bah, tu peux parler de... ou de... Enfin, tu vois quoi, les trucs ferroviaires, quoi. Ouais, t'essaierais pas de me mettre une quenelle, non, par hasard? Oh, une petite, vraiment, tu la sentiras pas passer. Allez, c'est vendu. Merci Yann. Au fait, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la chaîne de Yann, 12 parsecs. On apprend un peu et on se marre beaucoup. Un vrai régal. Alors le James Webb Télescope, c'est le télescope de tous les records. Déjà, il n'est pas au sol, mais dans l'espace. Loin, très loin. 1,5 million de kilomètres de la Terre. Bon, 1,5 million, ça fait grosso modo 4 fois la distance Terre-Lune. Traduction ferroviaire, 1,5 million de kilomètres, c'est la distance parcourue par chaque rame TGV en 4 ans. Et si on voulait faire ça en train, à fond et sans arrêt, vu qu'il n'y a pas de gare au milieu du vide, à part peut-être le Creusot TGV, notre TGV mettrait 4600 heures, soit 195 jours. Mieux vaut donc y aller en fusée. Sauf qu'avant d'arriver là, il a fallu construire le bébé, et ça a pris du temps, beaucoup de temps. Les premières études le concernant datent de 1989, juste avant la chute du mur de Berlin. Ça met un sacré coup de vieux. Et si le mur de Berlin ne vous parle pas trop, sachez qu'en 1989, en France, on mettait en service un TGV qui changeait de peau et de technologie. Et puis l'inauguration cette semaine du TGV Atlantique qui non seulement va très très vite, mais qui est également une magnifique machine. Adieu TGV Sud-Est et Orange, bonjour le TGV Atlantique et bleu. Bon, c'est bleu et gris. Le bleu est assez logique. Atlantique, océan, le bleu de la mer, voilà. Et le gris, vous me direz.
Eh ben, j'ai bien une hypothèse. Il a pu arriver éventuellement, une ou deux fois dans l'histoire, que le ciel soit un poil bouché sur la côte atlantique et donc gris. Mais bon, très rarement. Ce TGV n'allait pas seulement changer de couleur et de destination. Il allait être plus profilé et mieux caréné que son grand frère. Ses moteurs allaient eux aussi se moderniser et gagner en puissance. Le confort allait être amélioré avec une meilleure suspension. Ses capacités de freinage allaient croître pour s'adapter à cette puissance supérieure. En cabine, on allait là aussi changer d'époque, avec l'électronique qui prenait de plus en plus de place aux côtés du conducteur pour l'assister et le contrôler. Côté voyageur, là aussi, un bond, une centaine de places en plus par rame. Et qui dit nouveau TGV dit nouveau record de vitesse. Là où le TGV Orange avait un record à 380 km/h, l'Atlantique allait le pulvériser avec 515,3 km/h le 18 mai 1990. Bon, donc notre télescope a mis 32 ans à se faire. Beau score. 32 ans de travail, de changement de plan, de tout casser et tout recommencer, tant et si bien qu'en plus d'être loin, d'avoir eu toutes les peines du monde à naître, il est aussi le plus cher jamais construit, 10 milliards de dollars. Allez hop, conversion ferroviaire. Avec le prix du James Webb, on aurait pu acheter 400 rames du futur TGV-M, c'est-à-dire remplacer le parc complet de nos TGV en France. Mais 10 milliards, c'est aussi 770 rames TER. 770 rames TER, ça fait environ 80% du parc total de TER en France. C'est dire si ce télescope coûte une blinde. Mais c'est aussi celui qui va nous permettre de voir le plus loin. Et vu que la distance, c'est du temps, oui, puisque la lumière se déplace à une très grande vitesse, mais que les distances dans l'espace sont faramineuses, voir loin, c'est voir il y a longtemps. Et dernier point au sujet de cette merveille de technologie, non, ce télescope ne remplacera pas Hubble, car ils ne verront pas sur la même longueur d'onde. Pour faire simple, Hubble voit la lumière visible, alors que James Webb verra l'infrarouge. Et il est si sensible qu'il pourrait théoriquement détecter la signature thermique d'un bourdon qui volerait à une distance équivalente à celle entre la Terre et la Lune. C'est dire s'il voit bien le bidule. Alors pourquoi vous parlez de tout ça ? Bah déjà parce que j'adore ce domaine. Et en plus parce que ça met en perspective l'importance du truc. Un bijou de chez Bijoux. J'en ai à foutre, je vais pas me taper pour 12 patates de merguez, moi ce que je fais c'est mon pognon. Eh bien ce bidule-là, il a pris le train. En effet, le monde spatial et le domaine ferroviaire ont des liens à cause d'un fait essentiel. Les fusées, les grosses, c'est lourd, très lourd. Et de fait, ça serait impossible à déplacer par camion. Oui, car on ne construit pas une fusée là où elle va décoller. On fait ça pas loin, dans des hangars, à l'abri des éléments extérieurs. Donc après, il faut bouger la dite fusée pour l'amener sur son pas de tir. Alors pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Soit utiliser un train spécial, soit créer des véhicules dédiés. Les Américains ont imaginé un véhicule juste pour ça dans les années 60, le crawler. Oui, car pour déplacer la fusée qui allait emmener des hommes sur la Lune, même un train en était incapable. Sauf que le bestiau coûtait une blinde. 14 millions de dollars pièce. Bon, faut dire que la Saturn V faisait partie de la classe appelée les lanceurs super lourds. Pour ceux qu'il y a juste en dessous, les Ariane et autres Soyouz, le train c'est parfait, car le train ça supporte de très fortes charges. Cette fusée par exemple, la Soyouz, elle est russe et fait environ 50 mètres de long, contre 110 mètres pour la Saturn V américaine. Elle est déplacée par train vers son pas de tir. Mais bien entendu, à ce moment-là, ses réservoirs sont vides, car ça ne serait pas top en sécu de se promener avec une énorme bombe amorcée sur un train. Car une fusée, c'est grosso modo ça, une bombe dont on va contrôler l'explosion, une bombe progressive en quelque sorte. Donc notre Soyouz vide pèse environ 250 à 300 tonnes. C'est une masse simple à tirer pour du ferroviaire. Mais alors pourquoi une locomotive en tête et une en queue sur ce train ? Tout simplement pour gagner en fiabilité et permettre l'alimentation des appareillages électriques de la fusée. Petite anecdote, la tradition au Kazakhstan, puisque c'est de là-bas que ça part, veut que les employés posent des pièces de monnaie sur la voie avant le passage du train et les récupèrent après, tout écrasé, car ça porte bonheur.
Et si vous trouvez que cette fusée ne paye pas de mine, sachez que c'est elle qui a emmené Thomas Pesquet sur la Station Spatiale Internationale lors de son premier vol. Et c'est aussi grâce à elle qu'il est revenu en vie. En version de base, les trains que vous prenez quotidiennement acceptent 22,5 tonnes à l'essieu. Ça veut dire que chaque paire de roues supporte 22,5 tonnes. Et vu qu'il y a plusieurs paires, ça fait de suite beaucoup de masse transportable. Donc même si vous abusez du McDo, demain votre RER ne devrait pas avoir trop de mal. Maintenant, imaginez un train dédié au transport de fusées. On ajoute une tripotée de roues sur ce qui servira de wagon. Car plus de roues, c'est plus de masse acceptée, et bingo, on a le transport parfait. Pas d'histoire de gabarit, de pont, de tunnel ou de croisement d'autres trains. On est sur un centre spatial, donc on y fait ce qu'on veut. Pas besoin non plus de vitesse, on veut juste de la stabilité. Aussi, la voie est bichonnée aux petits oignons. Alors, quelques exemples de ces trains pas ordinaires. Le train et les fusées, ça ne date pas d'aujourd'hui, et les premières images commencent malheureusement dans un contexte peu heureux, la guerre 39-45. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le régime du petit moustachu développe des armes secrètes, dites armes miraculeuses, qui doivent renverser le cours du conflit. À ce titre est développé le V2, le premier missile balistique de l'histoire. Et un missile, si on lui retire son ogive et qu'on remplace ça par une charge utile type satellite ou capsule, c'est une fusée. Le V2, lui, avait une charge explosive. C'était même dans son cahier des charges. Il devait pouvoir transporter 1 tonne équivalent TNT. Mais on trouve un autre détail dans ce cahier des charges. Il fallait que l'empennage du missile, c'est-à-dire la partie arrière, celle qui est la plus large, soit au gabarit ferroviaire. Car oui, l'idée était de faire voyager ce missile depuis son centre de fabrication vers des pas de tir un peu partout en Europe, et de faire ça en train. Fort heureusement, cette arme arrivée trop tard n'eut que peu d'incidence sur la suite de la guerre. Mais les savants allemands qui avaient créé ça ont été récupérés par les Américains et les Russes, et seront à l'origine des programmes spatiaux de ces deux superpuissances. Programmes qui mettront au point de nouvelles fusées avec de nouveaux trains. Plus proche de nous, mais faisant donc suite directement à cette histoire, voici d'autres exemples de trains spatiaux. On a la version USA, qui servait à acheminer les boosters de la navette spatiale. Les boosters, ce sont les deux suppositoires latéraux. Ils sont constitués de carburant solide en segments. On empile les segments, on met une pointe, et voilà, on a un suppôt géant. Et bien pour acheminer ces segments, la NASA utilisait le train, son propre train même. Et on peut même encore parler au présent, car si la navette spatiale est remisée au musée depuis 10 ans, les boosters seront les mêmes sur la SLS. La SLS, c'est le lanceur super lourd chargé de renvoyer les humains sur la Lune. C'était prévu pour 2024, puis repoussé pour 2025, et repoussé au mieux à 2026. Notez qu'en train, on nous fait des scandales pour 5 minutes de retard. Et puis finalement, il me casse les couilles, elle est toujours en retard. Mais qu'en spatial, plusieurs années de retard, c'est normal. Bon, eh bien les boosters de ce lanceur, salement en retard, arrivent au centre spatial Kennedy, en Floride, en train. Chaque wagon contient un segment de booster à poudre, un carburant solide. Et une fois livré, on assemble les segments. Et ça fait un booster. Donc, pas de train, pas de booster, et alors Artemis sera une mission vers la Creuse et non vers la Lune. Alors on crante un peu avec les Russes cette fois-ci. Si eux aussi acheminent des morceaux de fusée en train, ils font plus fort en acheminant carrément la fusée complète. Commençons par la navette spatiale Buran. Navette qui ressemble à celle des Américains, mais qui en bien des points était en fait plus performante. Projet là aussi avorté, mais faute de financement après un premier vol réussi, pas par souci technologique. Il y a eu le projet concurrent du programme Apollo dans la course à la Lune, avec la gigantesque fusée N1, projet avorté. Buran, comme la N1,
tous deux des monstres spatiaux par leur dimension, étaient acheminés par train. Beaucoup plus petite, mais néanmoins de belle taille, il y a la fusée Proton, elle aussi transportée par train. Mais on va se pencher sur la plus courante, la fusée Soyouz. Soyouz est en effet posé sur un train pour rejoindre son pas de tir. Et vu qu'ils maîtrisent bien ce mode de transport pour fusée, ils remettent le couvert avec Angara, leur nouveau lanceur. Il faut dire que les voies russes ont un écartement plus large que les Européens de l'Ouest. Aussi, leurs voies peuvent accepter des charges plus lourdes. Alors oui, c'est très lent, mais nul besoin de vitesse ici. On veut juste déplacer une charge très lourde et très fragile sans l'abîmer. Pour ça, on a un train qui avance au pas. Et si la fusée est hyper lente à ce moment, elle ira très vite après, une fois le décollage effectué. 10 minutes après la mise à feu, la fusée ira déjà à 25 000 km/h. Et il lui faudra 3 heures et 3 minutes pour rejoindre la Station spatiale internationale. Vous allez me dire, monter à 400 km d'altitude en 3 heures, c'est moins rapide qu'un TGV. Oui mais non, car elle n'y va pas en ligne droite. Elle doit d'abord se mettre en orbite de la Terre et rattraper la station qui tourne autour. Une fois acheminée, la fusée est levée à la verticale. Bah oui, sinon elle irait pas bien loin. Pour ce faire, les Russes ont des wagons spéciaux. Des wagons qui pivotent en queue pour permettre de lever le nez de la fusée jusqu'à la verticale. Ici en accéléré. On s'éloigne encore avec un autre poids lourd du spatial, la Chine. Et oui, là comme ailleurs, la Chine est un rouleau compresseur et avance très vite, bien qu'elle soit partie très en retard. Aujourd'hui, elle concurrence carrément les USA dans la course à la Lune épisode 2. C'est dire. Ils ont leur gamme de lanceurs, leur station spatiale et leurs trains pour acheminer tout ça. Là comme ailleurs dans le monde, spatial et train font bon ménage pour les mêmes raisons que les autres. Ce qui est gros, ce qui est lourd, c'est en train. Et enfin maintenant, côté européen. Et voilà pourquoi je parle de James Webb et pourquoi il n'aurait pas décollé sans le train. Ce télescope a été lancé fin 2021 par la fusée européenne Ariane 5. Or, il se trouve que cette fusée est elle aussi déplacée par un train. Cependant, quand même avec plein de roues la masse est encore trop importante, on rajoute des rails. Et au lieu d'avoir 2 rails, on en met 4. En fait, on a 2 voies parallèles pour un seul et même train. Car même vide de carburant, la fusée Ariane et sa table de lancement font dans les 2000 tonnes. Et le problème, c'est que c'est pas 2000 tonnes réparties sur 600 mètres de long comme dans un train normal, mais 2000 tonnes sur une faible surface. Donc on met des renforts avec 2 voies. Quelques minutes plus tard, Ariane s'élance. Et la voilà qui se promène tranquillement dans la jungle guyanaise. Mais en plus d'avoir 2 voies, ce train est spécial car sa locomotive est un camion. Oui, c'est plus simple que d'avoir une locomotive, car quand il ne remorque pas une Ariane complète, il sert aussi à transférer ses boosters. Et donc on a besoin de sauter d'un hangar à l'autre, sans utiliser de voie ferrée, car il n'y a pas non plus un réseau complet de rails partout sur le centre spatial. Et là vous allez crier au scandale. C'est un scandale. Oui, ils se moquent de nous, c'est pas un train si c'est un camion. Ce serait oublier un peu vite que de base, les premiers trains n'avaient pas eux non plus de locomotive, mais étaient tirés par des chevaux. Et que ce soit par un camion ou par des chevaux, c'est beaucoup plus ferroviaire qu'un maglev. Ce train va donc parcourir ses 4 km avec sa fusée sur le dos, et ça à 5 km/h environ. Petit train, petite vitesse, car très fragile. Pour atteindre sa vitesse de pointe, oui, le fameux 5 km/h, le chauffeur dispose de 8 vitesses, 4 courtes, 4 longues, justifiées par la masse énorme qu'il doit tracter. 8 roues motrices et 540 chevaux. Anecdote pour briller à la machine à café. Regarde-moi, je suis parti de rien, t'as vu où je suis arrivé aujourd'hui?
Savez-vous que quelque part en France, il y a une voie ferroviaire à écartement russe? Là, avec ça, normalement, vous captez l'auditoire. Avec la suite, vous allez briller. Alors oui, en France, et un peu partout en Europe, les rails d'une voie sont écartés de 1435 mm. Mais en Russie, c'est 1520 mm. Alors vous savez où il y a ça chez nous? À Kourou, oui. Car l'Agence spatiale européenne a un accord avec les Russes pour envoyer des Soyouz depuis la Guyane. Et en Guyane, comme en Russie, les Soyouz sont déplacés en train. Mais vu qu'on n'allait pas construire un train de toutes pièces, on a repris leur train. Sauf que leur train est à écartement de chez eux, donc plus large. Aussi, on a fait une voie à écartement russe en Guyane. Voilà, à cet instant, silence autour de vous, la machine à café, respect total, journée de gloire, tout ça, tout ça. Bon, forcément, j'ai commencé à écrire avant la guerre en Ukraine. Aussi, cette anecdote vous fera beaucoup moins briller aujourd'hui. D'ailleurs, les programmes conjoints entre Europe et Russie sont à l'arrêt, et les Soyouz rangés temporairement au placard en Guyane. Bon, retour à notre histoire. Donc Ariane 5 sur un train et le télescope au sommet de la fusée. C'est ainsi que notre James Webb, bien installé sous la coiffe de son Ariane 5, a pris le train, et que sans lui, il serait encore au sol. Alors oui, tous les cheminots rêvent de faire un train en particulier, un parcours spécifique, un train de prestige, ou un type de train bien particulier, souvent un rêve inaccessible. Moi le mien, c'est ça, un train qui déplace une fusée. Car si c'est nul, car ultra réduit en parcours comme en vitesse, se dire qu'on a participé à la conquête spatiale en tant que cheminot, c'est pour moi au-dessus de tout. Désormais, quand vous verrez de magnifiques images d'une supernova, d'un amas d'étoiles ou d'une planète lointaine, dites-vous qu'il se peut bien que dans la chaîne de compétences permet de produire ça, il y a un train. Allez, tchou-tchou, dans les étoiles.